Je ne sais pas si vous avez prévu de faire la fête ce soir. Non. Merci, merci, ça le mérite d'être clair. Même sa vie est foutue. Mais tout est foutu. Je n'ose même plus interroger notre ami Éric Nolot parce que de toute façon... Je me mets dans un fauteuil, un livre à la main, 2 chats sur les genoux et j'attends que ça passe. Il a suffisamment fait la fête à Macron pour ne pas faire la fête. C'est vrai, et la première demi-heure est partie sur... c'était quasiment le 14 juillet, avant l'heure. On va parler sécurité, ça ne vous a pas échappé évidemment. Ce soir, c'est le 31 juillet et le moins que l'on puisse dire, on en a parlé tout au long... 31 décembre. J'ai dit quoi? Juillet? Bah oui, 31 décembre. J'étais resté, je parlais de juillet, 14 juillet, 31 juillet, 31 décembre évidemment. Et ça ne vous a pas échappé, on en a beaucoup parlé tout au long de cette année. Dès qu'il y a le moindre événement, quel qu'il soit, même petite fête de village, etc., ça dégénère. Alors force est de constater qu'on peut s'attendre au pire en ce 31 décembre, mais j'espère être quand même modéré en le disant. En tous les cas, on en sait un petit peu plus sur le dispositif XXL qui a été mis en place et qui est prévu. C'est Vincent Fernandez et Chloé Tarka qui nous racontent tout cela et on en parle ensemble. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes se réunissent sur les Champs-Élysées à Paris pour célébrer le passage à la nouvelle année. Ce mercredi 31 décembre, le dispositif de sécurité sera encore une fois particulièrement important. Dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées, la préfecture de police déploie sur l'agglomération parisienne un dispositif de sécurisation renforcé et destiné à remplir 2 objectifs: garantir la sécurité des personnes et des biens, prévenir les troubles à l'ordre public. Un dispositif détaillé par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 10 000 pour la petite couronne. Sur les Champs-Élysées, il y aura un gros dispositif de sécurité avec un périmètre de protection. Par ailleurs, la préfecture de police rappelle que cette année, seule une projection vidéo sera proposée au public. Le concert ayant été annulé pour des raisons de sécurité. Et avant de vous faire agir les uns les autres, je vous propose d'écouter les dernières informations d'Hélène Denecher, porte-parole de la préfecture de police. Dans l'agglomération parisienne, les festivités vont se déployer à peu près partout. En revanche, effectivement, les lieux de rassemblement, de forts rassemblements, sont particulièrement concernés par les dispositifs de sécurité. La volonté, c'est d'être très visible, très présent dans les lieux de regroupement de la population, avec une ambiance festive qui doit rester festive et on doit permettre justement cette fête d'avoir lieu. En revanche, la police a aussi la capacité de réagir et de se projeter là où ce sera nécessaire, pas forcément où la population est la plus réunie. Donc, dans les transports, évidemment, sur les trajets pour se rendre sur les festivités de réveillon, mais également là où, de toute façon, notre présence sera nécessaire. Et Éric Nolot, c'est vrai, je le disais en lançant le sujet, en France, on ne sait plus s'amuser, on pense et on ne parle que de sécurité. On en est là aujourd'hui en 2025. Ça aussi, c'est le bilan. Non, le moindre événement, on parlera de la Cannes également, et le moindre événement, de toute façon, ça dégénère, on s'y attend. Et c'est terrible. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est prié de s'adapter à la délinquance. Et on s'adapte à tout. Voilà, là, par exemple, on annule... Au narcotrafic, on doit s'adapter. Oui, on annule le concert. La Cannes, il y a des rues qui sont entièrement fermées parce qu'on sait qu'il va y avoir des débordements. Puis il y a des femmes, dans la France de 2025, qui vous disent, non, moi, je ne sors pas le 31 le soir. D'ailleurs, je ne sors pas le soir. Donc, en fait, on s'habitue à cet ensauvagement. Et au lieu de lutter contre l'ensauvagement, on dit aux gens, voilà, faites un effort, adaptez-vous. D'ailleurs, il y avait même un maire écolo, Éric Piolle, pour ne pas le nommer, qui avait sponsorisé un spectacle où il fallait s'adapter aux gens d'en bas, c'est-à-dire les dealers. Voilà. C'est ça qui me frappe. Ouais, c'est ça qui est terrible. Thomas Bonnet. Moi, j'apporterai une petite nuance à votre constat. Il y a encore des endroits, des moments où on peut faire la fête tranquillement. C'est arrivé. Par exemple, je vous prends un exemple. On l'a vu dans les images qu'Emmanuel Macron a diffusées. Toulouse a gagné la Coupe d'Europe de rugby. Il n'y a pas eu de débordement lors des célébrations. Je m'étais trompé, c'était pas la Coupe d'Europe. C'était le top 14, c'est l'UBB qui a gagné la Coupe d'Europe. Jules Torres, pour moi. En tout ça cas, ne vous a pas échappé, vous êtes journaliste politique et pas sportif, donc je ne vous en veux pas. Que ce soit je ne vous en veux pas, Jules. Que ce soit à Bordeaux, qui a donc gagné la Coupe d'Europe, ou à Toulouse, qui a gagné le championnat de France de rugby, il n'y a pas eu de débordement. Non. Le Tour de France, globalement, c'est bien passé. Il y a encore des possibilités. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une sociologie qui est différente selon les événements. Et on les compte sur les doigts d'une main quand même. C'est vrai que vous avez raison de le dire. C'est parce que, en fait, c'est pas par nature, l'être humain par nature ne peut plus faire la fête en France. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a une sociologie. Non, mais j'évoquais cet été, je me souviens, une petite fête dans un département qui m'est cher, dans le Lot-et-Garonne, petite fête de village où c'est la tradition.
tradition. Et là aussi, ça avait totalement dégénéré. Et moi, pour bien connaître ces fêtes, habituellement, on y allait en toute sérénité, en famille. En famille. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'on avait même, le maire avait témoigné sur notre antenne, des jeunes d'un quartier, d'une ville voisine, qui étaient venus perturber la fête du village. Donc là encore, on est au cœur de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est une sociologie particulière. Donc il est important de mettre des mots. De la même manière, la fête de la musique, il y avait des endroits où ça s'était très très bien passé. Tout le monde a intégré aujourd'hui, il faut le dire, parce que c'est quelque chose qu'on dit peu, tout le monde a très bien intégré qu'il y a des quartiers où on ne va pas, des endroits qu'on évite, des lieux qu'on ne va pas trop fréquenter à certains horaires. Tout le monde l'a intégré, les lieux de vacances, de la même manière, on choisit ces lieux de vacances aussi en partie par rapport à la population qu'on risque d'y croiser. Le Nouvel An n'échappe pas à cette triste règle à laquelle, malheureusement, je crois qu'on s'est un peu habitué. Mais vous savez, moi, je discutais avec une amie hier soir qui va réveillonner pas très loin des Champs-Élysées, mais la question, c'était elle se posait la question hier soir. Elle me dit, est-ce que j'y vais avec ma voiture? Est-ce que je prends Uber? Est-ce que je vois la chance? Et à quel moment? Et elle me disait, mais soit je rentre tôt, ou soit je rentre très tard. De toute façon, les voies de circulation seront bloquées. Donc les Champs-Élysées, ça ne se passera pas en voiture. Donc voilà, mais non, mais vous voyez... En plus, les taxis et les VTC, ils expliquent qu'ils n'ont aucune envie de risquer que leur véhicule soit abîmé, de prendre des gens dans des états d'ébriété avancée et de ne pas circuler. Donc, bon courage pour trouver... Alors, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a bien conscience qu'il va y avoir des débordements. C'est certain pour ce soir. Maintenant, le tout, c'est de limiter la casse. C'est ça la stratégie qui est mise en place. Attention, il y a un match de l'Algérie. On en parlera, mais il y a le match de l'Algérie ce soir. Ce soir également, tout à fait. Et donc, la préparation, c'est aussi fait en amont. Il y a le dispositif de sécurité pour ce soir, mais il y a eu en amont des enquêtes, des opérations qui ont été menées pour aussi faire des saisies. On aura sans doute le chiffre dans la journée, des saisies importantes d'engins pyrotechniques, de mortiers d'artifice, justement parce qu'on sait que c'est massivement utilisé à l'encontre des forces de police et il y a un risque de mort, il y a un risque de mise en danger, en tout cas ça c'est certain. Donc il y a quand même quelque chose qui a été fait en amont. Maintenant, le tout est de limiter la casse et je pense que c'est ce que tout le monde essaye de faire. Et puis on a une pensée pour les 90 000 forces de l'ordre qui vont être mobilisées ce soir, évidemment. Et 10 000 à Paris. Et 10 000 à Paris, pas de réveillon. Et qui sont au bout du rouleau. Et qui sont au bout du rouleau et qui n'en peuvent plus. Qui doivent à nouveau... Exactement, Eric Nolot. Et donc les familles vont être particulièrement inquiètes au moment de les voir partir justement pour effectuer leur mission. C'était ça aussi la réalité de ce réveillon, c'est que les familles de policiers et de gendarmes vont voir leur mari, leur conjointe partir et vont se dire j'espère qu'il ne va rien t'arriver ce soir. Et puis l'été a été marqué évidemment par un grand nombre de guet-apens dressés contre les forces de l'ordre. On en a beaucoup parlé cet été sur CNews. Je crois qu'on était une des rares chaînes d'ailleurs à évoquer ces successions de guet-apens. Joachim Le Floch-Imad. Non, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a 10 ans, on nous expliquait après les attentats que Paris était une fête. Aujourd'hui, on a l'impression que la capitale, comme d'ailleurs la France tout entière, vivent à l'heure d'une étrange défaite, celle de politiciens qui ont abdiqué face à une violence, face à une insécurité qui explose, qui a un coût humain, qui a un coût économique, et on ne le rappellera jamais assez, puisque c'est quand même jusqu'à 5% du PIB par an selon certaines études, mais qui a surtout un impact civilisationnel. C'est tous ces moments qui devraient être des moments de joie, des moments de quiétude, des moments de partage, qui deviennent des caisses de résonance d'un ensauvagement, d'une fracturation plus large du pays. Et je dis que c'est un péril absolu, qu'il ne faut jamais s'y accommoder, parce qu'il n'y a aucune fatalité à ça. Il y a des pays autour de nous qui mettent en œuvre des politiques publiques de rupture, qui portent leurs fruits contre la violence. Je pense à l'Écosse, par exemple, qui connaît son plus faible taux de homicide depuis 50 ans. Et je pense qu'on aurait matière à s'en inspirer plutôt qu'expliquer que tout est foutu et que la réalité est trop complexe. Ça, c'est un petit tac adressé à Eric Nolot. J'ai bien compris. Eric Nolot n'est pas pour la jugulaire. Là, vous jouez. Attention, là. Je pense à ceux qui nous disent. L'émission se déroulait sereinement malgré les thématiques que nous évoquons, mais je remarque. Nolot, faut pas le chauffer. Non, mais il faut. De toute manière, on a toujours les mêmes débats tous les 31 de chaque année. Chaque fois. Je me souviens l'année dernière, c'était Bruno Retailleau qui était au ministère de l'Intérieur. Il avait lui aussi affiché sa plus grande fermeté. Le résultat, c'est qu'on avait eu je crois que c'était 942 véhicules brûlés, que c'était 410 interpellations et 300 personnes en garde à vue. Le problème, c'est combien de condamnations après ça. Et tant qu'on n'aura pas des peines extrêmement fermes pour les fauteurs de troubles, pour les émeutiers et pour ceux qui violentent nos forces de l'ordre, on n'y arrivera pas. On sera obligé chaque année d'augmenter le nombre de forces de l'ordre. C'est pas 10 000 à Paris, et de la petite couronne, ce sera 15 000, puis dans 2 ans, ce sera 20 000. Et à la fin des fins, on aura toujours autant de personnes qui, foutent le bordel. Parce qu'on voit bien, et c'était ce qu'on avait vu après le match du PSG qui était à Munich le 31 mai, c'est ce qu'on avait vu
à Paris à la fête de la musique. C'est ce qu'on voit quand il y a des matchs parfois de pays étrangers dans les rues de Paris, dans les Champs-Élysées. Eh bien, on a des personnes qui ne sont pas condamnées à la hauteur de la gravité de leurs faits. Donc, on se souvient de cette manifestation de policiers qui disait le problème de la police, c'est la justice. Eh bien, c'est encore ce que disent aujourd'hui les policiers, c'est que eux, ils font le job sur le terrain, ils arrêtent les personnes, ils les mettent en garde à vue. Et puis, lorsque les personnes comparaissent, eh bien, non, là, on peut pas prouver qu'il était là à ce moment-là parce qu'ils étaient 30, donc on peut pas individualiser la peine. Bon, à un moment donné, les Français, ils peuvent plus entendre cela, les policiers ne peuvent plus entendre cela. Et un pays normal, un état de droit normal, eh bien, il doit condamner tout émeutier, tout fauteur de troubles et toute personne, eh bien, qui s'en prend à des personnes dépositaires de l'autorité publique. Oui, enfin, Judith Vintraube. Pardon, les juges ne disent pas tous qu'ils ont eu des problèmes à identifier et à étayer, identifier les coupables et étayer les accusations. Regardez l'influenceuse Sophia Ben-Lehmann. Elle n'avance pas masquée. Filmée. Visiblement, ça lui plaisait, tenant des propos d'incitation à la haine, de déclaration de haine vis-à-vis de la France. Elle avait été condamnée au début des années 2000, déjà pour avoir participé à une descente sur la pelouse, je crois que c'était... Le match France-Algérie en 2001. Voilà. Condamnation à de la prison avec sursis. Normalement, le sursis, ça veut dire que si vous recommencez à commettre des délits, là, vous avez de la prison. Mais c'est au bout de 15 fois, ça, Judith. Voilà. Allez, on va enchaîner, on va parler sport, mais pas le sport qu'on aime. On va parler football, mais pas le football qu'on aime. On va parler de la CAN. Et la CAN, c'est formidable, Eric Nolot. C'est des moments, mais magiques. Sauf que c'est l'après. Et l'après, généralement, ça, c'est un peu moins magique. J'en viens aux débordements qui ont maillé donc, la célébration de la victoire du Maroc contre la Zambie. C'était lundi soir. Des incidents ont éclaté lors de ce troisième match de phase de groupe. On voit tout ça avec Mathieu Devez. Et puis, on verra également qu'il y a eu des incidents en Belgique. Mais on voit tout ça et on en parle. Des mortiers d'artifice tirés contre les policiers qui répliquent avec du gaz lacrymogène. Les routes sont bloquées. Des poubelles et du mobilier urbain incendiés dans ce quartier central de Lille. Ces violences ont éclaté lundi soir, après la victoire du Maroc face à la Zambie en Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont été dénoncées par le maire de Lille. Suite à la victoire du Maroc, des individus ont malheureusement confondu faire la fête et dégrader la ville. Je condamne ces agissements. Lille est un terrain de fête et de partage, pas d'affrontement. Ne gâchons pas ces célébrations collectives qui unissent et fédèrent. Selon la police, ils étaient une cinquantaine de prétendus supporters marocains à cibler les forces de l'ordre. Mathieu Vallée, candidat RN à la municipalité, les qualifie de voyous, alors qu'un policier a été blessé lors d'une interpellation. Après la victoire du Maroc à Lille, le quartier de Ouazem a été transformé en champ de bataille. Mortiers, projectiles, incendies, les policiers ont été courageux face aux voyous. Un policier de la BAC de Lille a eu l'épaule luxée et le suspect a été relâché sans suite. Au total, 6 personnes ont été interpellées et placé en garde à vue. Jules Torres, il y a un point commun sur ces débordements. On peut craindre le pire. L'Algérie joue ce soir, alors que l'Algérie est qualifiée, mais on peut craindre également des débordements ce soir. Le match sans enjeu. Sans enjeu, en plus. Rappelons quand même, et c'est un petit peu le même exemple. Il y a un petit point commun. Absolument, il y a un petit point commun, même un gros point commun. Rappelons quand même, comme le 31 mai, lorsque le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions à Munich, là, les matchs, ils ne se passent pas à Lille, dans le quartier d'Ouazem. La CAN se déroule au Maroc. Tous les matchs ont lieu au Maroc. Et on a au Maroc, un pouvoir qui est fort, une autorité judiciaire qui est forte, et donc, on ne fout pas le bordel quand ça bouge pas est au Maroc. Il n'y a pas de problème. En Algérie, il n'y a pas de problème. Par contre, en France, oui, dans des quartiers, le quartier d'Ouazem, il est bien connu pour la délinquance qui est extrêmement élevée. Non, mais je constate, et c'est un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que quand il y a des matchs du top 14, des matchs de rugby, des matchs de clubs de foot qui ne sont pas, gangrénés par la racaille, ça se passe très bien. Et en revanche, là, on voit bien qu'il y a une haine anti-française qui a là aussi, parce que c'est pas que seulement du foot. Moi, j'accuse jamais les supporters marocains ou les supporters algériens, et ni les supporters du PSG d'ailleurs. Je pense que c'est juste des racailles qui veulent bordéliser le pays et qui, ont été autorisés à le faire depuis des années, puisque c'est le même sujet qu'on abordait tout à l'heure. C'est que de toute manière, vous foutez le bordel dans ce pays, vous violentez des policiers. On a bien vu qu'il y avait 30 individus à Lille la semaine dernière qui avaient agressé des policiers. Est-ce qu'il y a des condamnations? La réponse est non. Donc évidemment, c'était même plus que 30. Donc à un moment donné,
Quand vous avez le droit de taper des policiers dans ce pays, en fait, vous êtes autorisé à tout faire et même. C'est vrai que vous avez raison d'insister. Au Maroc, ils ne se permettraient pas ça. Ah non, et au Maroc, clair. En Algérie, ils ne se permettraient pas ça. Même après un match de l'Algérie, on a même vu des supporters algériens ramasser tout ce qu'il y avait, les canettes, tout ça. Vous avez vu cette influenceuse, on en parlait lundi, cette influenceuse algérienne avec une haine, mais incroyable, des propos de dingue tenus à l'encontre de. Qui était en situation de. Exactement, de récidive en plus. Avec un casier judiciaire assez chargé. Joachim Le Floch. Deux remarques. La première, c'est que ça en dit long sur l'évolution du football. Le football, auparavant, c'était un vecteur de rassemblement. C'est le fameux mythe de la France Black Blamber en 1998. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu, encore une fois, une caisse de résonance de la fracturation du pays. Et la deuxième remarque, c'est que tout ça nous renvoie, encore une fois, aux conséquences que produit une immigration devenue hors de contrôle quantitativement et mal calibrée qualitativement. En France comme en Belgique d'ailleurs, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets partout. En l'espèce, à Bruxelles, vous avez 61% de la population qui est d'origine immigrée. En France, vous avez une population immigrée qui augmente à un rythme 25 fois plus rapide en 2024 par rapport à 2000. Donc forcément, tout ça a des effets. C'est le grand historien britannique Arnold Toynbee, spécialiste de l'essor et de la chute des civilisations, qui disait « Qu'est-ce qui fait l'histoire ? Le nombre, le nombre, le nombre ». Je pense qu'on a une preuve supplémentaire ce matin. Oui, mais c'est pas seulement la racaille. Moi, je ne pense pas que ce soit la racaille. C'est aussi l'expression d'un séparatisme. En réalité, il faut montrer qu'on est algérien avant d'être français. Ça, c'est sur le plan identitaire. Sur le plan sécuritaire, imaginez un match Maroc-Algérie. L'Algérie l'emporte et les Algériens se comporteraient comme ils se sont comportés en France ou en Belgique. Mais c'est réglé en 10 minutes. Évidemment. Parce que les méthodes de la police marocaine ou de la police algérienne, c'est pas tout à fait les mêmes que chez nous. Ils ont une approche des droits de l'homme un peu alternative. Voilà. Donc ce serait réglé en 10 minutes. Ils n'oseraient même pas le faire d'ailleurs. Non, mais évidemment, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Voilà, c'est ça le truc. C'est la dissuasion. C'est tout ce qu'on demande, la dissuasion. Ça nous dit beaucoup de l'état de déliquescence de notre pays quand même, sincèrement. C'est terrible. Thomas Bonnet, très rapidement, parce que Sabrina Bernabouillet est avec nous. Pour être libre, il faut être craint. C'est la formule un peu à la mode en ce moment à l'Élysée. Le président Macron l'utilise très régulièrement pour parler de la Russie. Visiblement, nous ne sommes pas très craints dans les rues de Lille, les rues de Ouazzem. Vous savez, par exemple, lorsqu'il y a eu le mouvement populaire du Irak en Algérie, donc il y avait des centaines de milliers de jeunes qui manifestaient, justement, il faisait en sorte qu'il n'y ait aucune dégradation. Il ramassait de la même manière tout ce qui pouvait traîner, etc. Ouais. Donc il y a un comportement qui est différent en Algérie et en France. Et puis juste d'un point, parce que tout a été dit et très bien dit, moi ce qui m'étonne encore, c'est le silence médiatique autour de ces faits. C'est-à-dire que personne n'en parle. Ça n'intéresse plus personne. Mais c'est comme si on avait intégré le fait qu'un match de foot d'une équipe comme l'Algérie ou le Maroc allait provoquer des dégradations. On l'a intégré. Ça y est, ça fait partie du décor. Ah non, pardon, moi, je n'arrive pas à m'habituer à ça. Enfin, si ce n'était que des dégradations, le problème, il est que maintenant, on a remarqué pour le match de l'Algérie, pour la victoire de l'Algérie, que dans toutes les villes où il y a eu des débordements, et ça en fait plusieurs, il y a eu Lille, Roubaix, Toulouse, Marseille, il y a eu Lyon aussi, ça fait quand même beaucoup de villes concernées, et bien chaque fois, il y a eu des affrontements et des tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. Donc vous pouvez très bien vous réclamer algérien et vouloir supporter votre équipe, et sans arriver à une telle violence à l'encontre des forces de l'ordre. Je pense qu'il y a quelques années encore, ça n'allait pas de pair. Alors qu'aujourd'hui, c'est un point commun à tous ces rassemblements qui ont eu lieu. C'est peut-être aussi... et je rappelle quand même que le gardien de but de Algérie, c'est le fils de Lucas Zidane. Absolument. Ça serait bien peut-être, je ne sais pas, d'avoir une parole de Zinedine Zidane. Il assiste au match de son fils. Il assiste au match de son fils. Et son fils a choisi, mais c'est son droit, c'est respectable. Je pense qu'il n'avait pas sa place évidemment en équipe de France, mais il l'a en Algérie. Mais c'est vrai, on peut se poser la question aussi. Oui, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que disait Sabrina, c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup plus vu des violences contre les dépositaires de l'autorité publique. Mais en même temps, il faut quand même le dire, qu'il y a aujourd'hui 70 députés à l'Assemblée nationale qui tolèrent, qui cautionnent et qui légitiment la violence contre les forces de l'ordre. Quand il y a des députés de la France Insoumise qui sont dans des manifestations où on crie que la police tue, ou qu'un bon flic est un flic mort, ou que tous les flics sont des bâtards, évidemment... Et que c'est diffusé à la Fête des Lumières à Lyon, et que Éric Coquerel ne condamne pas. Absolument. Donc on voit bien, parce que c'est les premiers à traquer des amalgames. En revanche, dire que la police tue dans son ensemble et que les 250 000 flics et gendarmes de ce pays tuent le matin quand ils se réveillent et ils se disent tiens, si j'allais tuer, ça aussi, ça légitime un certain discours politique et finalement, quand il y a des élus qui ont de telles paroles, faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait des conséquences dans la société réelle. Là, c'est carte blanche. Bien sûr, c'est ça. C'est carte blanche. M. Delogu a dit officiellement qu'il représentait l'Algérie en France. Ouais. Il a dit que
Voilà, on pose la question, je représente la DZ. En plus, la DZ, c'est souvent associé à DZ Mafia, donc c'est vraiment malheureux comme parole. Il vous dit, moi, je ne représente pas la France, je représente l'Algérie. Ben voilà. Et il est candidat à Marseille. Et voilà, ben c'est le séparatisme officiel. Et là, ça aussi, on le tolère, on s'y habitue. Ça va être intéressant, celui-là. Très intéressant. De l'Ogu à Marseille, ça va être intéressant à suivre. Joachim Le Floquimade. Pour rebondir sur l'origine du silence médiatique sur ces débordements, je ne pense pas qu'on puisse l'expliquer juste par le fait qu'on se soit accommodé à ces derniers. Je pense que ça a aussi largement trait à des biais sociologiques et des biais idéologiques. Samuel Fitoussi a très bien montré ça dans ses travaux, c'est-à-dire que le journalisme, c'est un milieu où la rationalité sociale a tendance à primer la rationalité épistémique, c'est-à-dire qu'on fait passer le qu'en dira-t-on, on fait passer les enjeux de réputation dans son propre milieu avant la vérité elle-même. Et je pense que ça constitue un facteur explicatif du silence. Et je pense que l'immigration est vraiment l'angle mort par excellence, la vache sacrée à laquelle il ne faut surtout pas toucher dans ce milieu-là. Là, je suis convaincu, moi. Éric Nolot ? Je suis convaincu parce que ceux qui ne respectent pas cette règle le payent très cher, par une forme d'ostracisme, de marginalisation. Écoutez, voilà, nommons les choses. Travailler à CNews, dans certains milieux, c'est une marque d'infamie, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes invité nulle part, vous êtes considéré comme un fasciste, quoi. Parce que vous êtes du côté de la réalité. Donc si on veut garder son rond de serviette, en effet, il vaut mieux taire la réalité. Donc c'est même pas qu'on en rend compte de manière biaisée, c'est que la réalité n'existe pas. Et cela étant dit, CNews est première chaîne d'information. Bah oui, parce qu'une fois que les gens ont regardé une chaîne qui traite de la réalité, ils n'ont pas envie de revenir sur une chaîne qui traite du déni de réalité. Surtout les Français, la réalité, ils la voient et la réalité, ils la vivent.